Bon, bah écoutez, je crois qu'on va commencer. Je vois qu'on a fait le plein. Et il est l'heure. Oui. Eh bien, bienvenue à tous. Dans cet atelier, un nouveau mode de gouvernance pour réinventer le management, l'holacratie. Voilà, j'ai le plaisir de vous accueillir avec Bernard-Marie Giquet, qui est donc l'expert en holacratie, et puis avec un grand témoin, Lionel Toy-Larreuil, qui a expérimenté l'holacratie dans son entreprise. Je suis aussi avec deux animatrices et puisqu'il y a Denis qui nous a rejoint, donc Sylvia, Carole et Denis, voilà, qui vont nous aider dans l'organisation de cet atelier. Moi-même, je suis donc Jean-Charles de Fouchier. Voilà. Quelques mots sur notre expert, Bernard-Marie Giquet. Donc, Bernard-Marie, plus de 20 ans d'expérience en tant que dirigeant et consultant dans des grands groupes, voilà, à la fois dans l'industrie et dans les services, chez Ernst & Young et Capgemini. Voilà. Et tu as expérimenté différents modes de gouvernance et de management. Et tu as eu un petit arrière-goût, voilà, sur le plan de l'apport humain, sur le plan de l'efficacité de ces styles de management. Voilà, tu as beaucoup réfléchi dans ces domaines-là. Et tu as fondé en 2006 IG Partners. Voilà, et tu es devenu, donc et tu as donc beaucoup réfléchi sur les différents modes de management. Et en 2010, tu t'es arrêté sur l'holacratie. Et tu es devenu master coach en holacratie, donc pour les non-initiés. C'est le plus haut degré de certification en holacratie au monde. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 4 master coach au monde. Il y en a 3 aux États-Unis et 1 en France, c'est Bernard-Marie. Voilà. Voilà. Donc, voilà, je crois qu'on peut l'applaudir. Voilà. Voilà. Donc, vous avez vraiment l'expert de l'expert. Voilà. Alors, aujourd'hui, chez IG Partners, tu conseilles les entreprises dans le déploiement de l'holacratie. On va citer quelques organisations qui le déploient. Antonetti Delmas, Castorama, un département de la CE, David Allen, Zappos, voilà, quelques noms. Voilà. Et tu es aussi l'auteur d'une BD, vous avez la page ici, et puis... voilà, la BD est ici et vous savez que les experts feront signer leurs écrits, je crois que c'est ce soir. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez avoir une dédicace de Bernard-Marie et lui acheter donc sa BD qui s'intitule « Une nouvelle technologie managériale, l'holacratie ». Voilà. Quelques mots pour présenter Lionel. Donc Lionel est né en Auvergne. Alors, excusez-moi, ça apporte pas beaucoup au sujet, mais comme je suis auvergnat aussi, ça me fait plaisir de le dire, voilà. Donc, bravo Lionel. Donc, Lionel est né en Auvergne, et puis après, il est parti étudier aux États-Unis. Il a été doctorant à l'université de Chicago en économétrie. Après, il a fait une brillante carrière dans l'armée US. Il a été notamment officier de liaison politique, Congrès et Chambre des représentants, vous imaginez un peu le truc, avec ce qu'on a vécu il y a quelques semaines. Ça devait être croquignolet. Voilà. Et puis, il a aussi eu une brillante carrière dans un grand groupe industriel, Aptar Group, où il a terminé sa carrière en tant que DAF du groupe. Voilà. Et en 2010, il est revenu en France et il a repris la société familiale qui s'appelle Soprodi, qui est un centre de services métaux et plastiques pour l'industrie, voilà, en forte croissance. Et il est avec nous parce que depuis 1 an, il déploie l'holacratie dans son entreprise. Et donc, il est avec nous pour témoigner de cette mise en place. Merci Lionel. Je crois qu'on peut l'applaudir aussi. Voilà, alors le déroulement de notre atelier, vous voyez que la disposition des chaises, on a tout dérangé par rapport au précédent atelier. C'est parce qu'il va y avoir une phase de questions-réponses, apport de concepts. Et puis après, vous allez être en sous-groupe et on va vous faire réfléchir sur un certain nombre de questions. Et après, on reviendra en plénière en questions-réponses. Voilà. Donc, c'est pour ça que les animateurs qui sont là vont m'aider à animer les phases de sous-groupe.
Voilà pour l'organisation de notre atelier. Alors, on va commencer par quelques questions. Alors, la première qui s'adresse à Lionel. En fait, Lionel, bon, tu es dirigeant. Déployer un système comme ça, c'est quand même un lourd changement pour une entreprise. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à te tourner vers l'holacratie et qu'est-ce qui t'a amené à passer le pas de déployer ce système de management? Alors, justement, moi non plus, j'ignorais complètement ce que c'était. Et je n'ai pas cherché l'holacratie, Dieu merci, je serais devenu fou avant de trouver. Ce qui s'est passé, c'est j'ai pris mes responsabilités par rapport à ma famille et j'ai racheté les parts sociales de l'entreprise qu'avait lancé mon grand-père en 1950. Et étant citoyen américain, ma carrière aux États-Unis, venant de grands groupes, j'étais maintenant face à une petite entreprise d'une vingtaine de personnes au fin fond de l'Auvergne. Et j'ai bien évidemment, typiquement américain et typiquement tyrannique, bon tyran que je suis, j'ai fait en sorte de, première chose, on fait une réorg. Et la réorg, seulement voilà, j'étais tout seul, j'avais pas de DAF, j'avais personne pour m'accompagner. Et c'est un de mes meilleurs amis qui est le patron des fonctionnaires fédéraux à Washington DC, qui m'a informé, tu sais, plutôt de faire une réorg et d'être un cerveau tout seul dans ton bureau et d'essayer de faire au mieux. Regarde un petit peu Holacracy. Et j'ai regardé Holacracy et il y a un nouveau concept s'est ouvert à moi, un concept qu'un être moral, même si c'est pas un être physique, est un être vivant. Et que cet être vivant nécessite d'être nourri, certains supports, mais de prendre la forme et la taille naturelle pour être au mieux. Et que la réorg, elle se fait avec certaines conditions, avec une certaine gouvernance, une mise en place d'un système, avec l'ensemble des partenaires de l'organisation, pour que l'entreprise s'épanouisse. Donc je me suis rapproché de l'Holacracy One qui m'a rapproché de IGI Partners et j'avais rien à y perdre. Je n'avais absolument rien à y perdre. Autant essayer de mettre en place l'Holacracy et c'est avéré que bien Bernard-Marie est venu chez Soprodi. Il a fait une journée et demie avec Soprodi pour nous enseigner sur ce que c'était. Nous avons découvert un système assez rigoureux sur comment mettre en place la gouvernance, qu'est-ce que ça veut dire de la gouvernance, des réunions tactiques, etc., etc. Et j'ai accroché immédiatement. Et puis ensuite, petit à petit, le personnel de Soprodi a été formé. Et maintenant, Soprodi depuis 1 an en système de gouvernance holacratique. C'est tout simplement un besoin. J'ignorais ce que c'était un besoin. Et ça a réussi. Ça a marché. Bernard-Marie, d'une manière générale, qu'est-ce qui pousse les entrepreneurs à aller vers l'holacratie? C'est la question d'après. C'est la question d'après. d'après. C'est un teasing, c'est organisé de façon. C'est le teasing. C'est très astucieux. Il y a une C'est préparation d'abord sur cet atelier. Vous imaginez. On est super content que vous posiez la question parce que. Je suis les ordres. On m'a posé une question, j'y réponds, c'est tout. C'est intéressant de passer comme ça avant de démarrer directement dans le sujet de l'holacratie parce qu'il y a plein. Si je fais le regard des dénominateurs communs des clients qui décident un jour de partir en holacratie, il n'y a pas une raison, il n'y en a pas deux, c'est très varié. Mais en gros, c'est toujours autour, si je les rassemble, si j'en fais un dénominateur commun, c'est toujours autour de plus de responsabiliser plus, libérer le potentiel des humains. Est-ce que c'est possible d'avoir une organisation qui change aussi vite que le changement? Ça revient souvent. Est-ce qu'on peut prendre de la vitesse? Est-ce qu'on peut être agile? Voilà à peu près les sujets des différents clients que j'ai pu accompagner. Voilà. Alors Bernard-Marie, tu vas pas nous faire languir plus. Maintenant, tu vas nous dire un petit peu concrètement qu'est-ce que c'est que l'holacratie. Et voilà, tu vas nous exposer Voilà, les quelques principes de l'holacratie. J'étais à la plénière, j'ai entendu parler de rupture. Donc, l'holacratie est une rupture technologique managériale. Pour moi, il n'y a pas eu de rupture technologique managériale depuis Taylor, Fayol, 1911. La pyramide, le management. Donc, l'holacratie, on peut le définir comme une nouvelle carte mère, une nouvelle technologie, un nouveau système pour les organisations. Avec une vraie grosse rupture, c'est un système d'autorité entièrement distribué. La pyramide, le modèle pyramidal est remplacé par une structure
on en parlera un peu plus tard, une structure organique, d'où le mot holacratie. En français, il résonne pas très bien, mais dans holacratie, il y a holarchie. Donc on passe du modèle pyramidal à une structure holarchique. Il n'y a plus de manager. Passe à autre chose. Le manager et le management étaient inventés en même temps que la pyramide. Il n'y a plus de manager. On passe à autre chose. Voilà, ça c'est le système d'autorité distribuée. Si on le prend d'une autre façon, on pourrait dire que l'holacratie, c'est un moteur à énergie libre. On réhabilite des mots, ou on réhabite des mots en holacratie plutôt que d'aller chercher d'autres mots. Donc on a réhabité le mot tension, qui remplace tous les mots genre problème, difficulté, etc. Une tension dans une organisation, c'est un écart que rencontre n'importe lequel de vos collaborateurs et vous-même entre la situation que vous vivez dans le rôle dans lequel vous êtes, la fonction dans laquelle vous êtes, et l'idéal auquel vous aspirez. Franchement, il y a un écart entre la façon dont ça pourrait être et la façon dont c'est vécu. Ça s'appelle en holacratie une tension, c'est la définition. Imaginez maintenant un moteur. L'holacratie, voyez-le comme un moteur à énergie libre, parce qu'on peut pas dire que les tensions, c'est une énergie libre, infinie. On peut voir l'holacratie comme un moteur qui va traiter toutes ces tensions. Évoluer à partir de ces tensions. Dit autrement, n'importe quel collaborateur, dans n'importe quel endroit qu'il se trouve dans l'organisation, dans n'importe quel rôle, qui ressent une tension, donc un écart entre ce qu'il vit et la façon dont idéalement il aimerait le vivre, a la possibilité de trouver un espace pour traiter et transformer de façon rapide et fiable sa tension en évolution de l'organisation, sous réserve que cette évolution aille dans le sens de la raison d'être de l'organisation. Deuxième façon de le définir. On parle beaucoup d'agilité. En holacratie, on amène le terme de pilotage dynamique. Est-ce qu'il est possible de traiter les tensions de façon tellement rapide avec des décisions pas à pas, de sorte qu'on n'est plus obligé systématiquement de tout préparer à l'avance? C'est rendu compte qu'en préparant tout à l'avance, en faisant des prévisions, on imaginait plein de cas de figure et qu'en gros, la réalité, il se passait avec un cas de figure qu'on n'avait pas imaginé avant. Dommage, on a perdu de l'énergie là-dedans. En holacratie, on va tellement vite pour traiter les tensions. On va tellement vite pour traiter les tensions qu'on peut avoir le luxe, et je me permets d'en parler comme ça parce que je le pratique dans Agile Partners tous les jours, sinon je me permettrais même pas d'en parler. Mon job à moi, c'est de le tester aux limites. Je suis absolument le plus grand sceptique qui puisse exister sur l'holacratie. C'est mon job. On va tellement vite pour traiter les tensions qu'on n'a plus besoin d'investir de l'énergie à réfléchir, à anticiper tous les cas de figure que maintenant je suis incapable d'anticiper. On attend que ça se passe et on va tellement vite à réagir. Donc on passe d'un mode de prévision et contrôle à un autre mode de contrôle bien plus sophistiqué, bien plus puissant en termes de contrôle, qui est de faire avec la réalité. Mais on s'ajuste tellement vite par rapport aux tensions. C'est comme pour faire du vélo. Quand vous faites du vélo, vous ajustez en permanence. Donc c'est ce qu'on appelle le pilotage dynamique. Et juste pour terminer, pour donner les grands thèmes, le dernier thème, c'est la redéfinition de ce qu'on appelle une organisation. Donc vous m'avez pas attendu, évidemment, pour utiliser le mot organisation. En holacratie, on y met un sens et un contenu très précis. Donc, une organisation est vue comme une entité indépendante, dotée de sa propre raison d'être, dont il est certainement, en tout cas dans certains endroits, des organisations et des êtres humains commencent à se différencier de l'organisation. On a vécu, je finirai là-dessus, on a vécu la différenciation avec les enfants. Dans certains pays, les enfants sont encore vus comme des propriétés ou des extensions de propriété. Ça existe encore de nos jours. On est sorti de là. Il y a eu un grand mouvement au niveau de l'humanité pour se différencier des enfants. On a fait la même chose avec les femmes, nos femmes. C'est pas vrai dans tous les pays. La libération de la femme. Eh bien, voyez l'holacratie comme le mouvement, j'ose, de libération des organisations. Un processus de différenciation, et que l'organisation existe en tant que telle, et du coup, si elle existe en tant que telle, elle a certainement une raison d'être, la raison pour laquelle elle existe, son potentiel créateur le plus puissant qu'elle seule peut exprimer. Très bien. Donc, toi, Lionel, qui a expérimenté les deux systèmes par rapport au mode traditionnel, qu'est-ce que ça change vraiment, l'holacratie? Si je peux me permettre de faire une petite parenthèse d'une minute sur la question précédente, qui était l'holacratie, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on me l'a posé, donc j'aurais envie d'y répondre. Stanislas m'a donné un bouquin que ensuite d'ailleurs j'ai donné à Bernard-Marie, qui a été écrit par Monsieur Gates. Jean-Charles connaît très bien. Liberty Entreprise et compagnie, je ne sais pas si vous avez eu Isaac Gates dans votre club. Voilà. Donc c'est quelque chose de phénoménal. L'holacratie, et c'est ma manière, c'est mon spin là-dessus, c'est l'outil qui permet d'avoir rapidement
la réalité d'une entreprise libérée. Alors, c'est pas le seul, certainement pas, mais c'est l'outil qui m'a permis de libérer ce produit. C'est l'outil qui m'a permis de pouvoir avoir en face de moi, pas 20 employés, mais 20 micro-entreprises qui sont au service de ce produit, en vendant leur service, et ce produit est au service de ces micro-entreprises au moment des salaires. Et de changer et shifter complètement la vision du boulot, d'avoir une conversation bien différente sur tous les sujets, qu'ils soient opérationnels ou stratégiques, qu'ils soient avec des syndicats, avec des clients ou des fournisseurs même. Et la notion de responsabilisation, et non pas une distribution du pouvoir, parce qu'il faudrait que quelqu'un ait du pouvoir pour distribuer, mais simplement une notion d'obtention du pouvoir par soi-même, par l'augmentation de l'amour-propre de chacun et l'estime de soi dans son travail. Alors, ça a été ça pour moi, l'holacratie. Les techniques, c'est lui. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que des choses simples auxquelles lui il ne pense pas parce qu'il n'a pas affaire à moi, enfin à mes clients et à mon marché, qui est dans les métaux. J'étais pas ISO, ce produit est passé ISO comme ça, etc., etc., etc. De par l'organisation des réunions, de par la facilité d'avoir des outils pour mettre en place tout ce qui est les procédures, la documentation et la gestion rapide et dynamique des changements pour être agile par rapport aux situations qui évoluaient. Donc, est-ce que c'est véritablement un changement par rapport au modèle traditionnel? Oui. Très clairement, mais ça, il y a bien sûr un fil conducteur. C'est un énorme changement, c'est-à-dire que plutôt que d'être assis devant un bout de papier et faire des procédures ISO, d'un seul coup, nous sommes avec des rôles, des redevabilités, des raisons d'être. Chacun est très clair sur qu'est-ce qu'il y a à énergiser. Et une des plus grandes les plus grands changements par rapport au système traditionnel, c'est cette notion d'ingérence. Que chacun se mêle de ce qui le regarde, que chacun se mêle de ses rôles et de ses redevabilités, sans aller faire de l'ingérence chez les autres rôles. Ce qui ne veut pas dire de travailler en silo et de ne pas apporter du soutien et du support les uns aux autres. Par rapport au système traditionnel, je vais vous donner 2 exemples simples. Ma femme de ménage personnelle, je trouve qu'elle était bien trop intelligente et travailleuse pour être femme de ménage. Donc un jour, je lui ai proposé de passer à la réception. Elle est passée à la réception, attaché logistique, et d'attaché logistique à être comptable en l'espace de peu de temps. J'avais une comptable qui avait envie de devenir commerciale. Elle avait toujours eu envie de devenir commerciale. Elle n'avait jamais eu l'opportunité. Là, elle a pu identifier un trou dans la raquette, par exemple, en disant ce produit pourrait y gagner à avoir une nouvelle commerciale. Et moi, je sais que je pourrais énergiser ce rôle. Donc, elle a créé un rôle, elle se l'est assignée, elle a abandonné son rôle de comptable et elle a démontré que c'était au service de l'organisation que d'avoir cette personne dans ce rôle-là, avec ce nouveau rôle pour ce produit. Et je pourrais vous en donner plusieurs autres. Et il y a également, à l'inverse, des éléments, des collaborateurs qui sont partis d'eux-mêmes parce qu'ils ont réalisé que ça ne marcherait plus et qu'ils avaient besoin d'un tyran pour être. Ils avaient envie de la convention. Notamment, j'ai un manager, mon responsable des ventes, qui est parti parce que son ego avait besoin d'être nourri au travers du nombre de personnes qu'il avait la possibilité de gérer, de superviser, et son intellect faisait que toutes les réunions étaient toujours kidnappées par lui, et les bonnes idées venant de la réceptionniste, par exemple, ne pouvaient pas être de bonnes idées puisque ça venait pas de sa part. Et ce produit passait à côté d'énormes opportunités de croissance et d'amélioration. Et Holacracy nous a permis à faire en sorte que les égos n'aient plus de place. Alors bien sûr, nous sommes des êtres humains, il y a des places, mais nous a permis à faire en sorte que les petits changements et les bonnes idées soient toujours au service de l'organisation et non pas venant de personnes et de leur ego. Ce que j'entends, plus de liberté, plus de prise d'initiative, moins de contrôle. Et toi, Bernard-Marie, tu mettrais le focus sur quoi par rapport au modèle traditionnel? C'est quoi les plus grands changements? Moi, donc, IGI Partners, c'est la 5e entreprise que je crée dans ma vie. Donc, je vois la différence. Pour un fondateur, je le sens. J'ai 5 enfants aussi. J'ai toujours été frustré de pas sentir ce que c'était qu'un accouchement d'un enfant. Je l'ai vu, je l'ai observé d'assez près, mais
je l'ai pas vécu. Et je sens une forme de différenciation en tant que fondateur. C'est très différent l'expérience que j'ai avec AGI Partners des autres organisations dans lesquelles j'étais. Concrètement, je n'ai plus à m'occuper de tout. Même si, bien sûr, je suis pas idiot, j'ai suivi des cours de management comme tout le monde, et je savais bien dans les 4 entreprises précédentes qu'il fallait déléguer. Je sais ça. Donnez-moi ce crédit. Mais c'est une chose de le savoir, et c'est autre chose de savoir le mettre en place, c'est de faire en sorte que on vienne pas systématiquement vous voir dans votre bureau avec une pile de parapheurs, etc., etc. Dès qu'il y a un problème qui va pas, on a beau dire qu'on est tous égaux, ils vont voir le chef. Là, c'est extrêmement clair. Dans notre organisation, il y a une jeune femme qui a 22 ans. Quand elle énergétise des rôles, 22 ans, 54, le fondateur, j'ai un background gros comme ça par rapport à elle. Quand elle énergise ses rôles, c'est elle qui est leader. Moi, je suis suiveur. Elle a aucune autorité au-dessus qui la contrôle. Elle a l'autorité. Moi, je suis suiveur. 22 ans, 54 ans, et le pédigré, je vous raconte pas la différence. À l'inverse, quand je suis dans les rôles, dans mes rôles, les rôles auxquels je suis affecté, c'est moi le leader. Et elle suit. Pour un patron, c'est détendant. Je ne sais pas si j'arrive à faire passer le truc. C'est détendant de pouvoir me concentrer sur quelques couloirs aériens où j'ai un peu de valeur ajoutée. C'est pas parce que je suis patron, j'ai aussi découvert que je peux avoir de la valeur ajoutée. C'est possible. En dehors de manager les crises, les réorgs, les tensions des collaborateurs, de la vraie valeur ajoutée, de travailler. Enfin, j'ai l'impression de revenir au travail. Très bien. Tu vas garder la parole, Bernard-Marie, et tu vas nous dire concrètement comment ça se concrétise dans l'entreprise l'holacratie. Comment les choses se mettent en main. Très 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 concrètement, l'holacratie, j'appelle ça une technologie. Alors, souvent dans le mot technologie, on dit technologie, c'est un truc technique. Non, c'est une technologie qui est pas technique. C'est une technologie qui est sous la forme d'un document. Donc, toutes les règles du jeu de l'holacratie sont dans un document qui s'appelle la Constitution. Dans les démocraties modernes, on utilise ce mot Constitution pour la gouvernance. Bon, c'est la même chose. On utilise donc toutes les règles du jeu sont dans la Constitution. Donc, vous dépendez pas, si vous êtes intéressé par ce truc-là, vous dépendez pas de. Et cette Constitution est en open source, donc on est complètement aligné avec la la plénière. Qu'est-ce qu'il y a dans la Constitution ? Premier article, le rôle. Je vous ai dit, donc vous connaissez le mot rôle, bien sûr, mais là on lui met un contenu, donc on définit ce que c'est qu'un rôle. Un rôle est une entité organisationnelle, est une activité qui est requise par l'organisation pour manifester sa raison d'être, la raison pour laquelle elle existe, son potentiel créateur le plus profond. Un rôle, il est défini avec une raison d'être, une mission, donc chaque rôle a une mission. Il est défini avec 2 autres codes. En fait, c'est un code ADN à trois éléments. Donc, la mission, je vais passer très vite parce que ça devient très technique. Enfin, 3 dimensions, si vous voulez, pour définir le rôle. Ce qui fait qu'une personne physique, j'ai remarqué là, j'ai pas parlé de personne. On est sur la gouvernance quand je parle de rôle. Bien sûr, plus tard, cette organisation, elle a besoin, comme une plante a besoin d'eau et de soleil pour se développer, une organisation, elle a besoin d'argent et elle a besoin d'êtres humains. À la fois pour la force de travail et aussi pour la conscience de l'être humain. Donc, lorsqu'un rôle est affecté à une personne physique, cette personne physique, de facto, elle en devient entrepreneur. Vous savez, l'empowerment dont on parle depuis très longtemps, elle est par construction dans un environnement où elle doit, en son âme et conscience, mener toutes les actions et les projets qui, selon elle, vont dans le sens de la raison d'être du rôle. Donc, elle devient un intra-entrepreneur. À chaque rôle, un entrepreneur, un intra-entrepreneur. Donc ça, c'est le rôle. Toujours dans l'article 1 de cette Constitution, le premier devoir de quelqu'un qui fait partie d'une organisation d'holacratie, c'est de ressentir les tensions. C'est-à-dire que dans ses rôles, une personne est en général affectée à plusieurs rôles, elle va ressentir les tensions, c'est-à-dire les écarts. À chaque fois qu'elle travaille, à chaque fois qu'elle rencontre un écart entre la réalité qu'elle vit et franchement la façon dont ça pourrait être, idéalement, ça s'appelle une tension. Elle la ressent, elle la capture, et elle l'apporte, et elle la traite, et elle la processe. Et personne ne la processera pour elle. Alors que je ne sais pas si c'est des bonnes ou des mauvaises nouvelles, mais chacun est vraiment empoweré, puisque personne ne pourra, ou empuissancé, une tradition canadienne, personne ne traitera à ma place attention. Ça, c'est parfois la bonne ou la mauvaise nouvelle, ça dépend comment on prend le truc, ça dépend des personnalités, ça dépend des contextes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours un chemin pour traiter cette tension. Je n'ai pas encore trouvé un cas de figure dans lequel ce ne serait pas possible de traiter la dite tension. Et cette tension va être recyclée dans 2 processus. Donc, rôle, tension, 2 processus très concrets de 2 réunions. La réunion pour gérer le court terme, la réunion de ce qu'on appelle de triage, donc une fois par semaine, 1 heure par semaine, mettons. Et puis, donc, il va synchroniser les opérations et lever tous les obstacles parce qu'on veut être dans le flux. C'est comme ça qu'on va le plus vite. C'est comme ça que l'organisation manifeste davantage sa raison d'être. On voudrait contourner tous les obstacles ou
dégommer tous les obstacles au fur et à mesure s'il y en avait encore, pour éviter de freiner le travail qu'il y a à faire dans la semaine. Et puis on a ce qu'on appelle un processus d'une réunion de gouvernance. Ce processus-là va s'emparer d'une tension et va la transformer en évolution de la gouvernance. Et quand je parle de gouvernance, maintenant faites le lien avec rôle. Donc c'est là où on va construire tel un Lego, mais c'est un processus qu'il construit, de nouveaux rôles, modifier des rôles. Et petit à petit, la gouvernance, c'est-à-dire la construction du corps, si vous voulez, de l'organisation, indépendamment des êtres humains, des activités, des autorités qui sont requises pour que cette organisation puisse faire le meilleur fit par rapport à son environnement, puisse grandir, développer son tube digestif pour qu'elle puisse ingérer toutes les nouvelles formes d'opportunités dans son environnement, évolue. C'est cette gouvernance, réunion de gouvernance qui est une fois, 2 heures toutes les 6 semaines. Donc on est scotché dans le moyen terme, qui est une grosse difficulté. Beaucoup de clients me disent « Waouh, on sait bien qu'on doit faire du moyen terme, mais à chaque fois qu'on essaye d'en faire, on n'y arrive pas trop, on ne sait pas manipuler, on n'a pas d'outillage, on n'a pas de mathématiques pour faire ça. Et donc, évidemment, comme on ne sait pas trop en quoi, on replonge. On se dit, quitte à être ensemble, on va aller sur ce projet qui nous paraît essentiel. Là, les choses sont vraiment extrêmement séparées. Et le principal payback, ou le retour sur investissement, il se retrouve par cette gouvernance. Donc 2 réunions. Et pour finir sur ce que c'est concrètement, bien sûr, définir des rôles, ça suffit pas. Lorsqu'on a des clients, là je pense à un client, c'est des gros clients de plusieurs dizaines de milliers de personnes ou plusieurs centaines de personnes, on a la question de passer à l'échelle. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une structure ? On a besoin d'une structure parce qu'on passe à l'échelle. Si on était 3-4 employés, on n'aurait pas besoin de structure. Et donc c'est là où on se base sur une structure qui existe dans la nature, qui s'appelle l'holarchie. Je vous renvoie aux travaux d'Arthur Kessler. Vous êtes tous des holarchies, toutes les plantes vertes, que j'expliquais l'intermède tout à l'heure. Une holarchie, des atomes se regroupent et forment une molécule, lesquelles molécules se regroupent et forment une cellule, lesquelles cellules se regroupent et forment des organes, lesquels organes se regroupent et forment ce magnifique corps humain d'athlète que vous avez aujourd'hui devant vous. Je suis un exemple d'holarchie, vous êtes un exemple d'holarchie. La caractéristique importante des holarchies, mise en évidence par Arthur Kessler, c'est qu'à chaque fois que vous passez au niveau supérieur, vous découvrez des capacités inimaginables au niveau inférieur émergent. Donc voilà la structure qui est utilisée. Voilà concrètement comment ça fonctionne. Rapidement, Lionel, constitution, rôle, tension, réunion de gouvernance, comment ça a été vécu chez Soprodi ? Comme du charabia, parce que pour moi ça veut rien dire et pour eux non plus. Donc c'était très compliqué au départ de faire face à ce genre de choses. Et puis en fait, à quoi bon s'accrocher à des mots et se braquer là-dessus, et j'ai horreur d'être assis. Je suis désolé, messieurs, dames. Mais voilà. Là, je suis bien plus à l'aise. Ça a été vécu bizarrement. Et puis ensuite, on s'est aperçu que, en fait, les normes ISO qui mandatent des réunions, des écritures de procédures et tout ça, les clients, les fournisseurs qui sont dans un marché de la métallurgie qui change très rapidement, notamment l'aviation civile et l'aviation militaire. D'un seul coup, on s'est aperçu que ces réunions et la manière dont nous avions construit d'un seul coup cette holarchie par cellules avec des rôles nous aidait beaucoup plus vite et beaucoup plus sainement à être agile et à faire face aux besoins des clients et des fournisseurs et à s'épanouir nous-mêmes, à nous éclater en tant qu'être humain, parce que d'un seul coup, on n'était plus en train de s'adresser en tant qu'être humain, et c'est plus Lionel qui avait fait une bêtise, c'était un rôle qui avait une redevabilité, qui nécessitait d'être énergisé, qui peut-être avait une tension qu'il fallait adresser, et il n'y avait plus à avoir de consensus, ça sera pas le plus bavard ou le plus intelligent qui allait gagner, ou celui avec le plus gros titre. Les promotions ne sont plus pyramidales, donc c'est plus la course au prochain échelon, mais c'est quelle autre responsabilité vais-je pouvoir endosser pour faire gagner l'organisation, qui va me permettre d'aller peut-être en effet sur un gain financier personnel plus important à travers de l'augmentation des salaires, etc., etc., etc. Comment ça a été vécu, comment ça marche, tout ça, des tensions et autres, c'est un charabia que moi je n'ai pas compris tant que je l'ai pas vécu, tout simplement. Et ça marche bien. Très bien. Alors maintenant, ça fait à peu près 1 an que tu t'es lancé dans la démarche, Lionel. La première séance d'une journée et demie, c'était à peu près en fin d'année 2012. Quels sont les premiers résultats au bout d'1 an ? Qu'est-ce que tu peux percevoir comme résultat concret par rapport à la situation d'avant ? J'ai pas eu à faire l'exercice tout seul de la réorg, d'origine. Un exercice assez ennuyeux à faire, on le sait tous. Et ça s'est mis en place tout seul. J'ai plus le genre de questions qui me faisaient peur.
C'est-à-dire, quand mon responsable d'atelier venait me voir en me disant Monsieur Leroy, oui, l'Altenloff numéro 3 est cassé. Est-ce qu'on a le budget pour le réparer? J'ai jamais été dans un atelier de ma vie. Altenloff numéro 3, je sais pas ce que ça fait, je sais pas découper l'aluminium. Ok, cool. Maintenant, j'ai plus ce genre de questions. Donc, j'ai plus à avoir la conversation avec est-ce que tu en as besoin de l'outil? Est-ce qu'il est réparable? Est-ce que tu peux venir subvenir aux besoins des clients sans réparer cet outil-là? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un budget? Est-ce que j'ai une boule de cristal, moi, de toute façon, chaque septembre à décembre, pour deviner quelle bécane va casser à quel moment de l'année prochaine? J'ai plus à faire face à ce genre de choses. Du coup, j'ai le temps pour aller aux US. Je reviens des US où j'ai monté 2 entreprises il y a une semaine, à peu près. Je n'ai plus à jouer. Je viens de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'est Michelin. Il y en a 2, 3 qui viennent d'ici. On sait que Michelin était très paternaliste auparavant. On naissait chez Michelin, on mourait chez Michelin, on était enterré chez Michelin. J'ai plus à jouer ce rôle-là. J'ai pas d'enfant, je suis pas marié, c'est mon choix et j'ai certainement pas envie d'avoir des enfants au boulot. C'est ma vie privée de pas être marié sans enfants. J'ai pas envie d'être marié à mes employés. J'ai envie, en revanche, d'avoir des gens qui sont adultes, qui sont en micro-entreprise, qui me vendent un service que j'achète tous les mois et qui vont l'énergiser tant qu'ils en ont envie, tant qu'ils sont motivés. Et dès l'instant ils ont trouvé un meilleur moyen pour être une meilleure micro-entreprise, ils vont le faire et être au service de l'organisation. Dès qu'ils veulent plus, au revoir. D'ailleurs, très franchement, sans vouloir faire peur, j'ai dû perdre à peu près un quart de mon staff. Il y a un quart de mon staff qui est parti par licenciement et par démission. Mais ça a amené une transparence sur qui était dans la manipulation, dans l'ingérence, dans l'abus de pouvoir, dans la tyrannie, qui n'était pas prêt à être au service de l'organisation, qui n'était pas prêt à apporter du soutien aux autres. Alors, voilà. En général, quels sont les premiers signes que l'on voit dans les entreprises, Bernard Marie? Le un quart, c'est juste pour ce produit. Chez les autres clients, généralisez pas tout de suite. Les autres clients qu'on a accompagnés comme Castorama, il n'y a pas eu de démission ni licenciement. Donc, quels sont les autres? Qu'est-ce qu'on observe? Plein de choses. Juste le truc, deux petites choses rapides. Waouh, c'est un miroir extraordinaire. J'ai un de mes clients, il a racheté une entreprise, il a décidé de passer en holacratie. Il connaissait pas l'entreprise, il connaissait pas les hommes. En 3 réunions de gouvernance, il savait qui était vraiment compétent par rapport à qui prétendait être compétent. On croyait qu'ils étaient compétents. Il y a des danseuses, moi j'appelle ça des danseuses, des gens où vous dites, franchement, je pourrais quand même m'en séparer. Puis non, il y a peut-être quelque chose. Enfin, il y a ce genre de choses. Là, c'est clair, net et précis. Donc, ceux qui s'avéraient être compétents dans le monde de l'illusion, en fait, qui ne l'étaient pas, ça se voit tout de suite. Ceux qui n'étaient pas considérés comme compétents et qui l'étaient réellement, ça se voit tout de suite. Les activités que certains faisaient et qui servent à rien, ça se voit tout de suite. Donc, c'est du bonheur. Et les activités qu'on devrait faire et qu'on voit pas, ça se voit tout de suite. C'est un miroir impitoyable. Je trouve sain. En tout cas, mes clients sont ravis de ça parce que c'est sain. Il n'y a pas de critique de qui que ce soit dans ce que je dis. C'est juste que c'est un miroir extraordinaire. Voilà, moi, ce qui me frappe le plus. Très bien, merci. Et alors, on l'a vu, l'holacratie questionne la notion de pouvoir. Et donc, nous, dirigeants, forcément, on est vraiment bien impactés par cette notion. Quand on passe en holacratie, ce questionnement de la notion de pouvoir, qu'est-ce qui est difficile pour le dirigeant et qu'est-ce qui est facile par rapport à ça? Gros changement. La plus grosse difficulté lors du passage, le changement, c'est pas les collaborateurs. Le plus gros changement, c'est pour les managers. C'est clair. Puisqu'on supprime le management d'une certaine manière, on le remplace par autre chose. C'est pas supprimer pour supprimer, c'est par autre chose. Je me rappelle donc tous les patrons d'entreprise qui passent en holacratie, je les coach. Et je me rappelle d'un en particulier. Alors je pourrais prendre Lionel, mais on va changer. Je vais partir sur Christophe. Mais il me dit, waouh, j'ai l'impression que je me trouve novice. Ce type-là, c'est un porschiste. Donc il aime les voitures. Il y a des mecs qui aiment les voitures. Il adore les Porsche. Donc il est porschiste. Et j'ai pris cette métaphore. Je lui ai dit, mais finalement, tu es un virtuose. C'est un type qui est réputé dans le business, brillant. Extraordinaire, et tu es devenu un virtuose dans la conduite de la Porsche. Et quand on lui amène l'holacratie, finalement, ça revient à remplacer la Porsche par un nouveau véhicule. Permettez-moi de vous le présenter. Un nouveau véhicule. Il ouvre la porte. Waouh, il n'y a plus de volant, il n'y a plus de pédale, il n'y a plus de frein à main, il n'y a plus de rétroviseur. À la place, il y a des cadrans. Bon, il s'assoit et vas-y, contrôle. Amène ce véhicule à destination vers sa raison d'être.
Mais il n'a pas fini. Il se retourne parce que c'est une 4 places, et il se rend compte que toutes les places ont exactement les mêmes indicateurs que lui. Voilà, c'est à peu près ça le changement pour un manager, pour un patron d'entreprise. Il faut accepter, donc il faut que ces gens-là soient motivés par quelque chose pour partir dans la crassie, sinon c'est pas la peine. Moi je ferai pas, bien sûr, j'en pousse surtout pas. La meilleure vente, c'est surtout de pas vendre. S'il n'y a pas cette énergie, ça se ferait pas. Et le gros challenge pour un patron, pour un manager, c'est d'accepter, c'est de mettre son énergie, d'en voir le sens bien sûr s'il voit le sens, mais supposons ça lui parle, ça va être de désapprendre. Apprendre de nouvelles habitudes, désapprendre des habitudes qui lui ont servi. Donc c'est l'exercice le plus difficile. Changer d'habitude pour un être humain, c'est difficile. Mais là, c'est pire parce l'exercice consiste à désapprendre des habitudes qui m'ont servi à moi dans mon business à faire ce que je suis devenu, tout en conservant l'expérience que j'ai eue pendant des années. Ça, c'est le côté. C'est pour ça qu'il faut de l'énergie. C'est pour ça que les leaders à qui ça ne parle pas, c'est même pas la peine d'y essayer. C'est pas le sujet. Maintenant, il y a des côtés agréables. Système de délégation dont on parle, etc., automatique, il est fait. Il est automatique, il est dynamique. Les réorganisations, les restructurations, c'est plus le cauchemar. J'ai un de mes clients, PDG d'une filiale du groupe Safran, qui nous disait waouh, c'est enfin la sortie du traumatisme de la réorganisation. Pour ceux qui la question des tensions des collaborateurs, vous savez, celui qui vous attrape au café ou parce qu'il a des problèmes, qui vient avec son singe et vous savez pas trop comment lui renvoyer. Vous avez bien suivi des cours de management, vous expliquez qu'il faut surtout pas prendre le singe, comment vous allez faire. Là, vous avez l'outillage pour le faire. La personne vient vous voir, elle a une tension dans ses rôles. Il dit OK, super. Tu sais que tu as l'autorité pour le traiter. Je vais pas moi qui vais traiter la tension. Je ne peux pas traiter la tension à ta place. C'est toi qui la portes dans ton rôle. J'ai pas la perspective pour, j'ai pas l'autorité pour. Maintenant, je peux t'aider. Si tu vois pas comment la traiter ou l'amener, je vais me faire un service. Je vais te dire, je vais te donner des moyens pour le faire, mais compte pas pour moi pour le faire. Waouh, les arbitrages. Vous savez, les arbitrages. Mais c'est qui a l'autorité dans tel cas? Vous avez vécu ça en tant que patron? Terminé. Il y a un rôle secrétaire qui s'en occupe. Donc, il y a beaucoup de redevabilité ou d'activités qui sont les mêmes. Je dois toujours gérer les ressources, je dois toujours affecter les personnes au rôle. Bien sûr, j'ai tout ça. Je dois faire du coaching, donc encore plus. Mais il y a pas mal de choses qui, moi, me prenaient beaucoup de temps quand j'étais patron. Je pense à la gestion des tensions des collaborateurs. Je pense à préparer la prochaine réorganisation et essayer de mettre un système de délégation en place qui sont inside, qui sont construits dans le système. Et d'ailleurs... Ma difficulté à moi, c'est, quand je dis moi, je parle aussi des patrons que j'ai pu accompagner, c'est d'apprendre dans le réflexe de ne plus être un sauveur. Parce que si je suis devenu patron, c'est parce que j'avais une capacité à résoudre les problèmes instantanément et j'adorais ça en plus. Quand c'est plus mon autorité, c'est pas à moi de répondre. Voilà, donc il y a quelques désapprentissages pour apprendre de nouvelles choses. Voilà ce que j'avais envie de dire sur le sujet. Et toi, Lionel, comment tu as vécu ce changement de rôle? Ça a été difficile, tu as mis du temps, comment ça s'est installé au fur et à mesure? Moi, je suis très têtu et je suis brillant à être un tyran. Donc j'avais d'autant plus envie d'être libre de cette tyrannie que je sais très très bien endosser. Je suis un très bon tyran, hein. Je suis un gentil tyran, mais je suis un tyran quand même. J'adore gérer la vie de tout le monde, inclus celle de ma mère. Par exemple, eh bien, ça a changé beaucoup de choses, inclus à la maison, parce que bien malgré le fait que je ne sois pas marié et sans enfant, j'habite avec ma maman, très fièrement, et chacun son rôle. Hein, vous voyez, moi je suis dans mon rôle de témoin, je parle de mon expérience perso, c'est mon rôle maintenant, c'est ma redevabilité. Lui, en tant qu'expert, il a une redevabilité bien à part, bien différente. Je l'ai très bien vécu et ça a été un impact beaucoup plus profond que je ne pensais. Ça a transcendé le travail. Ça a été dans ma vie personnelle également. Ça a nécessité beaucoup d'efforts de ma part parce que je suis un homme assez têtu. Et bien justement, j'étais très motivé. Mais j'avais connu pas mal de personnes aux États-Unis qui l'avaient fait, notamment en Californie. Plusieurs amis qui travaillent chez Twitter. Twitter étant en format holacratique, Medium également. Il y a pas mal d'entreprises aux États-Unis qui l'ont mis en place et ça marche très bien. Donc j'avais vu les impacts que ça avait eu sur certains groupes qui étaient très grands, sur d'autres PME et donc j'étais motivé. Très bien. Merci pour cet échange. Donc on va passer à la deuxième phase, c'est-à-dire vous allez vous installer en sous-groupe.
Et on va vous donner... Alors, normalement, on devait être 30, mais là, je vois que on est plutôt 40-50. Donc, on va essayer quand même de faire des sous-groupes, on va dire, de 6-7 personnes. Hein. Oui, vous pouvez aller aussi. Voilà. On a un quart d'heure, 20 minutes maxi pour le sous-groupe. Le point clé, pour alimenter les échanges, bien sûr, sentez-vous libre par rapport aux échanges, mais pour alimenter vos échanges, on va vous donner une question par sous-groupe, ce qui pourra, je dirais, alimenter vos discussions. Et s'il vous plaît, on vous demande de revenir avec une question complémentaire à poser à notre expert et à notre grand témoin pour alimenter la dernière phase de notre atelier. On se retrouvera tous dans un quart d'heure, 20 minutes maxi pour la plénière, pour que chaque sous-groupe puisse poser une question. Bien sûr, pour cela, il faudra désigner un rapporteur par sous-groupe. Voilà. Donc, un quart d'heure, 20 minutes en sous-groupe. Voilà. Et donc, les animateurs qui sont avec moi vont vous aider à constituer et à former les sous-groupes. On avait demandé un certain nombre de paperboards. Donc, si vous voulez noter 2-3 idées au paperboard, normalement, ça doit être possible. Merci, à tout à l'heure. Voilà, donc, nous revoilà en plénière. Nous avons 28 minutes 28-30 minutes pour poser nos questions et avoir les réponses de Bernard-Marie et Lionel. Alors, quel sous-groupe veut commencer ? Qui veut poser la première question ? Ah, il y a un micro. Je vous propose de commencer par une, et puis après une fois qu'on aura fait tout le tour, si on a le temps de revenir chez vous, on reviendra chez vous. Voilà, comme le groupe en a choisi 2, je vais quand même en avoir 2, sinon il va y avoir des tensions dans le groupe. D'accord. Et je voudrais les... Mais le prochain n'en aura pas 3 et voilà. Le suivant n'en aura pas 4. Voilà. Donc, la première question avait trait, dans toutes les questions qu'on s'est posées sur le fonctionnement, à quel est le cadre et quels sont les garde-fous. Hein, donc, qu'est-ce qui pourrait... Il y avait des questions, par exemple, si quelqu'un est, par exemple, tout le temps malade ou a tout le temps des problèmes, ne remplit pas son rôle d'entrepreneur, ou quel est l'aspect qui pourrait faire que le système chute. Donc, quel est le cadre, quels sont les garde-fous? Ça, c'était la première question qui a été choisie par le groupe. Et la deuxième, toujours au fonctionnement, c'est qui donne le sens, qui explicite la vision, hein, puisque l'entreprise a un rôle, mais c'est qui est porteur de cette vision. Très bien. Je vais essayer de reformuler la première question parce que tout le monde n'a pas compris la première question. Oui, pour l'anecdote, on avait comme question l'accord entre l'humain et l'organisation. Est-ce que c'est contradictoire? Et donc, pour réduire encore une fois la tension, on a dit non et comme ça, on est passé à autre chose. D'accord. Je vais répondre d'abord à la deuxième question. Qui donne le sens? Ma dernière décision tyrannique fut de devenir une entreprise holacratique. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais comme vous, j'en avais marre des vocabulaires que je ne comprenais pas. Et j'avais l'impression que c'était très théorique, tout ça. Et je sais lire un bouquin, ça me va très bien, j'ai pas besoin d'y mettre des mots bizarroïdes pour essayer d'y mettre en place. Mais je sais pas y rendre opérationnel. J'avais besoin de quelque chose d'opérationnel. Et donc, j'ai essayé pendant une journée, pour répondre à Geoffroy, j'ai essayé pendant une journée chez Soprodi avec 5-6 personnes clés. Et on a fait ces fameuses réunions tactiques, ces fameuses réunions de gouvernance. On a regardé un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un rôle dans le cadre de l'holacratie et tout ça. Et une fois que j'ai été convaincu, j'ai pris la Constitution, la fameuse Constitution dont il parlait, je l'ai ratifiée en une page, sur une en-tête, et j'ai pris l'ensemble de ce produit et j'ai dit maintenant ici, on est à Clermont-Ferrand, donc ici on joue au rugby. Voilà. Si vous voulez être ici, c'est un terrain de rugby, il faut jouer. On peut pas être en tailleur sur la pelouse. Il faut jouer. Il faut jouer au rugby. Et par les règles du rugby. Si vous voulez jouer au foot, il faut aller chez Michelin. Point barre. C'est comme ça. Et ce fut la dernière décision tyrannique que j'ai prise. Qui donne le sens après? Eh ben, c'est l'organisation elle-même. Sa raison d'être. La raison d'être de mon organisation, c'est le sur-mesure de l'industrie. Point barre. Et pour répondre à la seconde question par rapport à tout ce qui est un petit peu
ressources humaines, paye, congés payés, absence, absentéisme et autres, j'ai pris une approche chez Soprodi qui sépare très clairement l'opérationnel des ressources humaines, c'est-à-dire qu'il y a un cercle général entreprise. En parallèle, il y a un cercle capital humain. À l'intérieur du cercle général entreprise, il y a un sous-cercle qui s'appelle support, un autre sous-cercle qui s'appelle production. Eh bien, c'est là résident des rôles, mais aucun être humain, des êtres humains énergisent ces rôles. Mais à aucun moment, quelqu'un va venir me voir en me disant, ouais, Lionel, je vais être absent demain. Ah, de quel rôle, depuis quel rôle tu parles et à quel rôle tu t'adresses? Parce que moi, dans mes redevabilités, dans tous mes rôles, dans n'importe quel de mes cercles, je n'ai à aucun moment la gestion des congés payés. Et si tu veux te plaindre du fait que la personne à côté de toi sont mauvais, ça ne regarde pas cercle général d'entreprise, au support, aux productions. Par contre, il y a un rôle, capital humain. Tu vas voir ce rôle-là, ce cercle-là, et en effet, là, pourra être adressé l'absentéisme. Si quelqu'un est trop absent, de toute manière, en réunion de triage, sera apportée une tension qui dira, voilà, moi, je suis vente, et j'ai une tension, le stock est trop faible, et la raison pour laquelle le stock est trop faible, c'est parce que le rôle acheteur n'est pas suffisamment énergisé. Ça peut-être parce que c'est la personne énergisant le rôle acheteur est constamment absente. Mais là n'est pas le problème. Le rôle acheteur a besoin d'être énergisé. Et c'est comme ça qu'on traite les tensions, en séparant très clairement les rôles des êtres humains. Dans votre exemple là, du stock qui est insuffisant parce que le rôle acheteur n'a pas été suffisamment énergisé. Parce qu'il est absent, par exemple. Parce qu'il est absent. Pardon, excusez-moi. Donc dans votre exemple, quand les stocks ne sont pas suffisants parce que l'acheteur n'a pas été assez énergisant, enfin bref, qui résout la tension? Le groupe? Qui fait la décision entre les deux rôles, entre la micro-entreprise achat et la micro-entreprise vente, enfin stock? Alors, je vais répondre de manière très simple. On va s'imaginer en réunion tactique et une tension est apportée de la part de vente qui est voilà, j'ai un problème, pas suffisamment de stock, j'arrive pas à faire mes ventes parce que acheteur est constamment absent et n'énergise pas son rôle suffisamment bien. Donc la redevabilité d'avoir un stock suffisant pour pouvoir subvenir aux besoins du marché n'est pas énergisée. Cool. Là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être amené en gouvernance, et en gouvernance, peut-être un autre être humain va être attaché à ce rôle, assigné à ce rôle. Peut-être qu'il va y avoir un autre rôle de créer, à pro, s'il n'y a pas d'approvisionnement. En tout cas, ce cercle-là va prendre en charge une solution dans un cadre très strict de règles, de gouvernance et de tactique, sans qu'il y ait de consensus, de nivellement par le bas, et sans qu'on ait peur de mettre en place des nouvelles idées. Une des grandes puissances de l'holacratie, c'est de ne jamais voir une petite idée comme une petite idée. C'est une solution, point barre. C'est-à-dire que si on est à 20 et que l'objectif est d'être à 80, une des choses que nous faisons très bien en tant que chef d'entreprise, c'est de vouloir toujours la solution la plus élégante, la plus idéale, qui nous fait passer par magie de 20 à 80 du jour au lendemain. Or, on sait tous, vous et moi, que ça crée des vagues, que des vagues, c'est un choc, et on va perdre la moitié de nos équipes. Et qu'en fait, on va jamais passer à 80 aussi facilement que ça, et on va certainement avoir un retour de bâton. Or, passer de 20 à 21, de 21 à 25, de 25 à 26, de 26 à 30, au fur et à mesure, sont des petites solutions que nous appliquons en gouvernance, telles que peut-être créer un rôle approvisionnement, peut-être réassigner ce rôle d'acheteur à quelqu'un d'autre, peut-être, etc., qui vont nous permettre d'être de moins en moins frustrés, de plus en plus proches de 80, et on en vient très rapidement. En tout cas, par rapport à l'absentéisme, c'est hors opérationnel. Par rapport à qui va trouver la solution, ça sera le sous-cercle. Si le sous-cercle ne trouve pas, ça sera apporté au cercle général d'entreprise, et ce seront des petites solutions en général dans le cadre d'une gestion dynamique qui va faire qu'on aura une nouvelle organisation. Sur la vision et sur les dysfonctionnements, tu veux apporter une précision, Bernard? J'ai l'impression que c'était assez complet. Juste sur qui donne le sens, peut-être. Vous m'avez entendu parler de raison d'être. Le sens, de la même façon dont vous mettez la vision. Ce qu'il y a, c'est que quand vous mettez en place l'holacratie, vous partez avec la vision. Ce qu'il y a, c'est que ce que j'observe de la mise en place de l'holacratie, c'est que petit à petit, l'organisation est amenée à différencier les projections. Je parle de moi là. Les projections du fondateur, il est terrible. Les projections du fondateur sur la vision de l'organisation. Et c'est très bien au départ parce que ma raison d'être est fusionnée avec la raison d'être de l'organisation que j'ai mis au monde nécessairement. Mais petit à petit, ce dont je prends conscience, c'est que la raison d'être de l'organisation que j'ai mise au monde, si vous me passez l'expression,
peut être différente de la mienne. Waouh. Et ça se fait à une vitesse. C'est la même façon qu'avec mes enfants. J'ai compris que mes enfants n'étaient pas mes enfants. C'est pour ça que je peux les appeler mes enfants. C'est-à-dire que leur raison d'être à eux n'a rien à voir avec ma raison d'être à moi ou celle de mon épouse. Donc la question elle est intéressante parce elle nous emmènerait dans des débats un peu profonds sur qui est capable, quel être humain est capable de définir la vision ou la raison d'être d'une organisation. Intéressant. C'est un travail de découverte. Le point que je voulais juste ajouter par rapport à la notion de cadre et garde-fou, parce que le développement était complet, c'est de dire, si vous décidiez de partir dans l'holacratie, d'abord, il faut effectivement essayer, mais si ça vous parle, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de prérequis. Continuez à bosser comme avant. Vous ajoutez juste 2 nouvelles réunions. C'est comme ça qu'on a fait Soprodi. C'est assez simple comme mise en place. C'est 2 réunions. Il vous faut un facilitateur extérieur parce que les processus, c'est ma recommandation évidemment. Les processus, et il n'y a pas que moi, mais ces processus sont particulièrement complexes au départ, inhabituels. Donc juste que vous preniez le bon geste. Mais il y a juste 2 réunions à ajouter. Et le client voit assez vite le payback sur ces réunions. Question suivante. Alors, il y avait... J'avais une question pratico-pratique. On parlait tout à l'heure d'énergiser. Je voulais savoir ce qu'il y avait derrière ce mot concrètement. Très très concrètement, ça veut dire quoi énergiser? Voilà. Tu veux que je réponde? Ah oui. La façon dont... je suis pas sûr que ça soit au dictionnaire français. Hein. Là, c'est le scoop, c'est pour l'APM. Vous mettez la barre tellement haut que du coup, on a été inspiré, on a inventé un mot. Ce que Lionel sans doute veut dire par là, et puis je parle sous son contrôle, c'est la relation très différente de la relation entre une personne physique qui est affectée à un rôle. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, une personne est affectée à un rôle, donc on a défini un rôle qui est requis par l'organisation, une personne est donc affectée à ce rôle, et évidemment on va profiter des compétences, elle n'est pas affectée par hasard, cette personne, donc elle va travailler, et en plus on va profiter de toute sa conscience, de toute sa capacité de ressentir les écarts entre la façon dont ça pourrait être et la façon dont c'est. Donc voilà, c'est énergétiser, c'est mettre de l'énergie dans un rôle. C'est pas que travailler. Il y a 2 choses, vous comprenez. Il y a le travail et puis il y a aussi développer sa conscience, développer sa capacité à ressentir. Force est de constater dans les organisations que j'accompagne que la capacité à ressentir des collaborateurs s'est émoussée au fil du temps, que la vocation et la passion s'est émoussée au fil du temps, parce que les tensions, elles étaient là. Les processus pour gérer ces tensions n'étaient pas là, et donc à force d'encaisser des tensions non résolues, la passion s'est émoussée dans le temps. Donc oui, avant, donc étape 1, typiquement quand j'arrive dans une nouvelle organisation, je leur dis dites-moi quelles sont vos tensions. Alors les collaborateurs ils s'en rappellent pas parce qu'ils sont souvent anesthésiés. J'utilise anesthésie au gaz, ils sont devenus insensibles. C'est pas qu'ils en ont pas, mais ils sont devenus insensibles à ça. Les managers ils ont appris, comme c'est des bons managers, ils en ont forcément pas puisqu'il y a pas de problème. Donc au début, c'est là ça, il y a pas de tension. Alors on leur explique, puis comme on est malin, on connaît un peu, donc on a pu, on s'est quand même baladé 2-3 minutes, donc on leur montre des tensions. Ça c'est étape 1. Étape 2, des tensions, ils ont compris qu'il y en avait plein, mais elles sont sous le tapis parce qu'elles n'ont pas été traitées pendant des mois, voire des années. À ce moment-là, on lève le tapis, il y a la phase de ce que j'appelle de drainage. Je reviens avec mon image de corps humain, ou peut-être vous faites des drainages, vous savez, pour enlever les toxines du foie, des reins, voilà, des drainages. Et donc toutes ces tensions, en 2-3 réunions de gouvernance, toutes ces tensions qui sont sous le tapis depuis un bout de temps, eh bien elles sont recyclées, transformées en évolution de l'organisation. C'est l'étape 2, ça prend 2 mois, 2-3 réunions de gouvernance, 2 mois au début. Et après on passe dans l'étape 3, où curieusement le mot tension n'est plus connoté négativement. Dans tous les pays au monde, quand je reviens voir un client, le mot tension est connoté négativement. Et quand se fait-il que 3 mois plus tard, le même client parlant des tensions, au mieux le trouve positif, au pire le trouve neutre, mais plus négatif. Parce que les tensions, maintenant, on en a plus peur, on sait jouer avec, on sait les manipuler, on sait les amener, on sait les traiter, on sait les transformer, et ça devient des tensions créatrices. On parle de capacité d'initiative, de capacité d'agilité, mais en fait, si on veut que l'organisation surfe sur les vagues de l'évolution de son environnement, ça s'appelle en holacratie une tension, toutes ces vagues. Par rapport à une idée qui m'est venue de manière très concrète, une situation telle qu'un stock mal géré, une des choses à faire pourrait être, et ça serait une des premières choses qui viendrait de la part du sous-groupe, sous-cercle, serait de mettre en place un nouvel indicateur qui, donc, on fait une vision des indicateurs dans tous les cercles et sous-cercles toutes les semaines, en réunion tactique.
Et donc, la valorisation soit en tonnage. Chez moi, on parle en tonnage. Hein. Donc, on dirait, voilà, on a 600 tonnes d'aluminium, de cuivre, de laiton. On sait que 600 tonnes, c'est notre minimum. Point barre. Alors qu'avant, peut-être, cet indicateur n'aurait pas été là. Et là, on pourrait voir toutes les semaines, tiens, il y a un truc qui cloche, pas étonnant qu'on n'a pas de trésorerie, il y a 3000 tonnes. Ou, tiens, il y a un truc qui cloche, pas étonnant qu'on n'arrive pas à gérer les clients, on n'a plus que 300 tonnes. Par exemple. Hein. Mais c'est eux qui gèrent. Mais ils sont jamais abandonnés non plus. Ils ont toujours la possibilité d'aller chercher de l'aide ailleurs. L'important, c'est ils abandonnent cette idée de trouver une solution parfaite et du consensus et de niveler par le bas. Autre question ? Juste un commentaire, pardon. Je dirige une usine de 300 personnes, donc une organisation très structurée. Pardon. Donc c'est une usine de 300 personnes, une organisation très structurée, 4 niveaux hiérarchiques, du patron à l'opérateur. Et pourtant, j'ai pas l'impression qu'on soit très éloigné des principes que vous édictez ou que vous commentez, sauf que le vocabulaire est très différent, évidemment. Alors, je suis un peu comme vous, je suis un peu perdu dans le vocabulaire, mais pourtant, quand vous expliquez comment ça se passe, j'ai pas l'impression qu'il y ait un fossé énorme entre ce qu'on vit dans une usine très structurée et pourtant certains principes de management que vous appliquez, avec des phénomènes de tension qui ne sont pas nécessairement des concepts négatifs, mais pour autant des choses à traiter rapidement. J'aurais dû présenter mon CV à vous avant. Voilà, c'est tout. J'ai pas commentaire sur le commentaire. Souvent, les gens qui ça parle, ils sont dans cette. En fait, on met pas l'holacratie par hasard en place dans les organisations. Ils ont déjà ça. Ils cherchaient juste, en tout cas ceux à qui nous ont fait confiance, ils cherchaient juste un outillage pour outiller. Ils étaient déjà dans ce modèle de pensée, rien inventé là-dessus. Et d'ailleurs, l'holacratie. Bon, évidemment, on fait l'exercice complètement. Je fais l'exercice ridicule et j'adore ça d'expliquer ce que c'est que l'holacratie, mais c'est idiot. C'est une pratique, ce sont des processus, c'est un outil. Exactement. Et je vous explique le judo sans qu'on aille sur un tatami. Ça n'a pas de bon sens, comme diraient les Canadiens. Pourtant, c'est ce que j'ai fait. L'holacratie, ça n'a pas été inventé par quelqu'un de brillant qui s'est mis à une table et qui dit je vais penser le modèle d'organisation de demain. Non. Moi, je serais parti en courant si ça avait été ça. Non, c'est une pratique. Donc, ça s'est fait aux États-Unis rapidement. Je pense que le processus d'émergence de l'holacratie est intéressant. 3 Américains qui se sont dit, waouh, c'est pas possible. Même maintenant, c'était en 2001. Il doit y avoir une autre façon de fonctionner dans les organisations. C'est pas possible. Donc, des jeunes brillants qui venaient du monde de l'informatique et des méthodes agiles. C'est pas possible. Ils ont fait l'essai, hein. Ils ont pas critiqué pour critiquer. Et donc, ils se sont pris en main, ils ont décidé de créer une vraie entreprise avec des vrais salaires, avec des vrais clients. Et comme ce sont des pragmatiques américains, et en plus, eux, ils sont particuliers, ils fonctionnent de manière très dynamique. C'est-à-dire qu'ils ont pris des trucs très curieux, ils ont pris des trucs, ils ont essayé, comme des enfants. Ils prennent des trucs, ils essayent, ça marche, on garde, ça marche pas, on jette. Et ils ont fait ça pendant 7 ans. Au bout de 7 ans, on est aux États-Unis, donc vous savez, là-bas, il y a des awards, et ils se sont récupérés pas mal d'awards, donc 3-4 awards, comme ça, d'un coup d'un seul, la société la plus rapide, le machin, le truc. Et ils se sont dit, waouh, est-ce qu'on a fait quelque chose? Peut-être qu'on a fait quelque chose. Et donc, ils ont regardé ce qu'ils avaient fait au bout de 7 ans, ils ont dit, tiens, ouais, ça a l'air d'avoir du sens, ce truc-là, on va l'appeler, là où j'aurais voulu être là. Ils l'ont appelé holacratie, ce qui passe très bien aux US, mais en France, le mot holacratie, c'est un répulsif extraordinaire. Donc, ils l'ont appelé holacratie, et depuis, ensuite, ils l'ont différencié dans une constitution. Et cette holacratie, à chaque fois qu'on rencontre des limites chez un client, c'est donc une tension, et on fait évoluer la constitution de l'holacratie en fonction de la réalité. Combien de temps les gens passent à mettre en place et à faire vivre ensuite cette organisation, cette holocratie, je dirais, parce que effectivement, gérer des tensions qui amènent un nouveau cercle, etc., ça représente certainement beaucoup de temps, beaucoup de réunions, beaucoup de. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que j'imagine un petit peu. Pardon. Ce qui me ferait un peu peur, c'est est-ce qu'on peut vite tomber dans la réunionnite ou pas, quoi, tout simplement. Tu veux répondre? Ouais. À moitié. J'ai eu la même peur. Parce que je viens d'un grand groupe, un peu comme monsieur, avec 300, enfin on était 500 dans l'usine, et le typique américain, la réunionnite, je l'ai connu pendant des années. J'ai eu peur de ça. Et surtout qu'avec ISO, il y a déjà suffisamment de réunions imposées. En plus, si on s'impose soi-même des réunions pour la stratégie commerciale et autres, on va jamais s'en sortir. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inclus toutes les autres réunions
dans la réunion tactique hebdomadaire et dans la réunion gouvernance mensuelle. C'est-à-dire que toutes mes non-conformités, par exemple, sont un indicateur. Donc chaque rôle a nombre de non-conformités cette semaine, combien ont été soldées, combien sont majeures, combien sont encore ouvertes. Et chaque rôle, en indicateur, les présente. Et pour les majeurs, ils se doivent de lire la situation, le préventif, le correctif et le correctrice. Et du coup, il y a un rôle SMQ, boum, il chope toutes les pages de tous les rôles ayant eu des non-conformités cette semaine-là. Et par rapport à mon auditeur SMQ, il me dit t'as fait tes réunions de direction? Ouais, check. Je les fais toutes les semaines. Tu sais que t'es supposé le faire une fois par an? Ouais, check. Je les fais toutes les semaines. En réunion tactique. J'ai inclus ça dans ma réunion tactique. Ça m'a en fait sauvé du temps. Même chose avec la gouvernance. Même chose avec pas mal d'autres choses, la stratégie commerciale, tout ce qui est exercice de budgétisation et autres. J'ai tout inclus dans le tactique et dans la gouvernance. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai fait le calcul, je suis passé de 3,8% de mon temps en réunion auparavant à peu près 1,2%. C'est précis. Vous n'ajoutez, juste pour compléter ça, vous ajoutez juste une nouvelle réunion qui est la réunion de gouvernance, qui n'existait pas avant, généralement dans les organisations dans lesquelles on intervient. Bien sûr que les réunions, ce que Lionel appelle tactiques, les réunions qu'on appelle aussi de triage, réunions de coordination opérationnelle, vous n'avez pas attendu l'holacratie pour en faire. Et probablement que à tous les niveaux hiérarchiques, il y a des réunions de coordination, au moins hebdomadaires, voire dans certaines organisations qu'on a, 2 fois par jour debout, parce que c'est des travailleurs en 2 équipes. Il y a forcément des réunions de synchronisation d'équipe à tous les niveaux de l'organisation. Donc elle vient se substituer à celle-là en général. Et en revanche, on gagne en efficacité, en vitesse, c'est ce que disent les clients, parce que vous avez la structure, vous avez investi sur la gouvernance. C'est-à-dire que dans une réunion de triage, c'est pas rare, le comité de direction par exemple, de traiter 50 points en 1 heure. Pourquoi c'est possible? Parce qu'à chaque moment, quelqu'un amène un sujet, ce sujet, il appartient à quelle autorité? On est extrêmement clair sur qui, vous comprenez, hein, la gouvernance, l'holacratie, c'est juste de expliciter l'autorité. Les autorités qui sont requises, et uniquement celles qui sont requises. Donc on n'est pas dans la job description fait par les consultants, on a quitté ça. Donc ça va très vite. De 2 choses l'une, soit l'autorité existe et est claire, et donc pourquoi ça prendrait plus de 30 secondes, soit elle n'existe pas et elle n'est pas claire, c'est une bonne pioche, ça veut dire que non seulement on va le traiter opérationnellement parce qu'on a toujours le sujet à traiter, et en plus on va amener le point à la prochaine réunion de gouvernance parce qu'il y a un trou dans la raquette, il faut absolument s'emparer de quelque chose qui n'est pas explicité, qui a besoin de l'aide puisqu'il y a une tension. Voilà. Oui, moi j'aime beaucoup l'idée de structure organique en disant on ne peut pas tout prévoir, donc le vivant s'adapte au cas par cas, d'où les similitudes avec la façon dont l'homme même est constitué physiquement, les plantes, etc. Et donc de la même façon de dire ça ne sert à rien de faire des job descriptions parce qu'on ne sait pas les cas qu'il va falloir traiter, donc autant s'adapter au cas par cas. Et si on poursuit le raisonnement budgétaire, ou dans la plupart des boîtes, Dieu merci bien chez moi, mais on commence à emmerder les gens à partir du mois de juin. Donc il faut prévoir la réalité dans 18 mois selon le recrutement incapable, et ensuite on passe les 12 mois qui suivent à expliquer des écarts qui sont inexorables, parce que finalement on ne pouvait rien prévoir. D'où ma question, est-ce que les entreprises holistiques ont un budget? Holacratique, pardon. On change rien. Holacratique. Machin là, comme truc. vous voulez. Comme vous voulez. Je confirme, c'est pas un bon nom, hein, l'holacratie. Hein, vraiment un point important, c'est quand vous mettez en place, si vous décidez vous essayez l'holacratie, ça vous parle, vous faites un pilote, surtout tout partie de votre organisation, vous ne changez rien. Et vous ne changez rien d'autre, la façon dont vous budget, voilà. Sauf si vous aviez déjà des tensions sur le budget, mais changez de façon de faire du budget. Ce que j'observe, c'est que assez rapidement, le fait de pratiquer ces nouveaux processus ouvre des façons de voir, ça libère, ça ouvre des horizons. Le fait qu'on commence à avoir confiance dans la capacité à réagir dès que la tension arrive, plutôt que de tout prévoir à l'avance, on n'a pas été élevé comme ça, donc il faut un peu de temps pour que ça se pratique. Et du coup, je vais mal parler, mais quand notre cerveau commence à s'habituer et commence à avoir confiance que ça soit possible, pas simplement un concept, du coup on s'ouvre à la possibilité de revoir processus d'évaluation de performance, processus budgétaire et plein d'autres processus qui étaient trop en mode prévision et contrôle, et du coup on fait un petit bout, et on fait pas une re-engineering du processus, on va ajouter quelque chose. Mais ça fait pas partie de l'holacratie. Mais ce que j'observe, c'est que la pratique de l'holacratie ouvre des possibles qui étaient inimaginables avant que les gens pratiquent. Et ça se fait pas tout de suite. Ça prend un certain temps. Mais ça dépend. Ça dépend vraiment, parce que en fait, ça n'a rien à voir avec l'holacratie, d'avoir un budget ou pas. En revanche,
En effet, l'application de l'holacratie, en général, au bout d'un moment, va, si on le désire, amener à l'anéantissement d'un budget. Moi, j'ai anéanti les budgets, ça fait très longtemps, de par l'exemple de Handelsbanken en Suède, qui était la première banque qui était au bord de la faillite, on sait tous, et qui, première banque à anéantir les budgets, et qui ensuite a explosé, qui est maintenant la première banque européenne. La notion de budget, par exemple, moi, ça m'a permis de vraiment ancrer holacratie chez certains rôles qui avaient la redevabilité, par exemple, de l'entretien des machines, maintenance, outillage, des choses comme ça, et qui s'étaient imaginé ne pas avoir le pouvoir de gérer leur budget. Et il leur fallait alors une enveloppe. Au bout d'un moment, de leur dire, non, mais il n'y a pas le budget, parce que tu feras ta redevabilité, la redevabilité, relis-la 15 fois, c'est toi, de toute façon, qui l'a amené en gouvernance, qui est d'avoir le bon niveau de maintenance pour les machines afin de, sans qu'on y mette du plaqué or partout, que les bécanes puissent découper l'aluminium, et qu'elles soient correctement maintenues. C'est assez rapidement, moi, j'ai eu des gros shifts me permettant de non seulement d'anéantir les budgets, chose que j'avais fait il y a longtemps, mais également pour eux de comprendre que de toute manière, ce sont des gens bien, qui savent énergiser leur rôle et qui sont au service des organisations et qui vont pas dépenser inutilement, mais qui vont dépenser là où il faut investir pour avoir un retour sur investissement. Je crois qu'il y a une question là-bas. Oui. Est-ce que vous pouvez, pour essayer d'être dans une méthodologie typiquement nord-américaine, nous redécrire, revenir sur le tatami, l'image que vous donniez tout à l'heure, nous décrire comment ça se passe chez Castorama? À moins que ça soit un secret. Quand vous dites décrire? Décrire, c'est la caissière, elle est caissière, le chef de rayon, il est chef de rayon. Oui, c'est Castorama siège, c'est pas Castorama magasin. D'accord. Castorama siège, pour l'instant. D'accord. Et c'est au niveau donc sans vouloir rentrer dans des secrets. Direction commerciale de Castorama. Non, je suis dans une boîte de service, mais qui n'a rien à voir. Quelle est votre question? Non, ma question, c'est savoir finalement comment ça marche. Et justement, là, c'est intéressant de dire comment on peut faire finalement cohabiter, entre guillemets, dans une organisation où c'est quand même super pyramidal et super structuré. Ouais. Une grande surface, c'est vraiment le truc millimétré et militaire, entre guillemets. Oui. Et justement, comment on fait cohabiter une organisation qui est holacratique et une organisation qui est beaucoup plus pyramidale? Oui, eux ont gardé, par exemple, pour répondre à la question d'avant, eux ont gardé les budgets, ils ont gardé les objectifs par employé, ils ont gardé tout ça. Voilà, là où ils ont gagné en vitesse. Le problème de Castorama, c'était le suivant, c'était donc Christophe Mistou, qui était le directeur commercial, maintenant il est passé chez Kingfisher, donc ça reprend au niveau de Kingfisher, on n'a pas évoqué. Il a recruté d'un seul 50 personnes parce qu'il était en phase de croissance et il s'est rendu compte que les 50 personnes qui sont arrivées, elles ont été avalées, aspirées dans cette espèce de magma d'inertie de statu quo, et il n'a pas eu l'impression d'en avoir pour 50%. Sans compter que les personnes, avant de commencer à comprendre comment ça fonctionne, ça c'était avant de mettre en place l'holacratie, mettaient 9 mois parce c'était pas clair, c'était pas explicité. Donc c'est ça, lui il cherchait de la vitesse, il cherchait un changement de rythme. Donc ce que ça lui a apporté, c'est des problèmes qu'il mettait 6 mois à traiter. C'est dans la BD ou si il a fait pas mal d'interviews, il explique. C'est par exemple un problème qu'il a. Vous savez, un problème de territoire. Il faut modifier tel département, le périmètre de tel département versus tel autre. Bon, il se trouve que c'est un homme là, avec les femmes, il avait l'air de dire que c'était plus facile. En tout cas, avec celui-là, c'était compliqué. Donc c'était 6 mois de discussion, mais t'inquiète pas, etc. Pour lui expliquer que son périmètre va être plus petit, mais que c'est pour le bien-être de l'ensemble de l'organisation. 6 mois de petit déjeuner, etc. Je sais pas si vous connaissez ce genre de processus. Il a amené ça le point en gouvernance, c'était traité en 15 minutes. Juste ce genre de choses. Pourquoi c'est possible? C'est parce que la différenciation est faite entre l'organisation et les personnes. Donc, restructurer une organisation, je pense aux transporteurs, on a restructuré toute l'organisation, bon, c'est pas une grosse, 350 personnes, toute de A à Z, mais quand même, en une réunion de gouvernance. Parce que les gens sont plus attachés à leur job. La sécurité des personnes n'est plus liée à l'attachement que j'ai à mon job. La sécurité, elle est dans les rituels. Et moi, je suis attaché, je suis dans un cercle ou dans un autre cercle en fonction de mes rôles. Et je vais avoir mes réunions de triage. Il y a un rythme. Le rythme est le même. Donc, c'est plus le sujet, la structure, c'est plus quelque chose qui est important. Quelle différence vous faites entre le rôle et la fonction? Parce que vous parlez tout le temps de rôle. Or, dans ma tête, à moi, si vous voulez, le rôle, c'est la manière d'exercer la fonction.
j'utilise pas le mot fonction et je vous ai prévenu, hein, je l'ai peut-être mal dit. En holacratie, plutôt, on avait le choix. Soit on inventait de nouveaux mots, connotation anglo-saxonne par exemple, soit on se disait bon, on a des beaux mots en français comme la raison d'être par exemple. Donc on a repris le mot rôle, comme on a repris le mot tension. Donc on n'utilise pas le mot fonction, il y a le mot rôle tel que je l'ai défini, c'est extrêmement précis. On utilise le mot organisation d'une certaine manière, etc. Donc on n'utilise pas ce mot fonction. Et le rôle, c'est le code à 3 éléments que j'ai brièvement décrit hier, tout à l'heure. On va prendre une dernière question parce que on arrive à. Attends, Jean-Charles, je pourrais dire une chose. Une des choses que j'ai appris, je crois en français. C'est dur. Ça a été justement de ne plus avoir à dire aux gens comment faire leur rôle ou comment énergiser leur comment énergiser leur redevabilité. Désolé pour le mot énergiser. On a passé un contrat, d'accord? Je t'achète ton service, tu me le vends, impeccable. J'ai pas besoin de te dire comment le faire. Si maintenant tu sais pas le faire, c'est que t'es pas le bon prestataire de service. Point barre. C'est aussi simple que ça. Cool. Moi, je leur dis, j'ai une clinique, donc je leur dis, voilà la mission de l'établissement et voilà ma philosophie. Donc, elle est clairement décrite. S'ils adhèrent, je les embauche. Et s'ils adhèrent pas, je les embauche pas. Et c'est vrai qu'on a un mode d'organisation où les gens ont un niveau d'autonomie assez élevé. Assez élevé. Et donc, on fait pas des réunions tous les matins. J'ai des gens qui mettent des choses en place sans que je leur dise. J'ai une infirmière, par exemple, qui a fait une formation de sophrologie. Elle m'a dit, ça serait bien si on mettait ça en place. Allez-y. Donc, elle a mis ça en place pour les soins palliatifs. Puis elle m'a dit, et si on en faisait pour le personnel sur les heures de pause, allez-y. Et du coup, il y a des groupes comme ça qui se sont créés. Et moi, sans le savoir, j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc, voilà. Et une seule chose, parce que je crois que c'est important, le garde-fou. Vous allez me poser la question tout à l'heure, garde-fou. Il y a une chose, il y a 2-3 choses qui viennent tout le temps en holacratie, monsieur. C'est être au service d'organisation, c'est la plus grosse chose. Et la deuxième chose, c'est on pose la question tout le temps. Est-ce que c'est un risque qui va causer du tort à l'organisation? Ça, c'est le plus gros garde-fou. C'est une question qu'on pose de manière verbale et ferme et stricte en gouvernance à chacun présent. Est-ce que l'on pense que ça va causer du tort à l'organisation? Bien évidemment, il faut avoir un exemple très concret. Il faut avoir des données, du data historique ou un exemple très concret. Mais si ça cause pas de tort, c'est bon. Mais en effet, si ça cause du tort, on ne met pas certaines choses en place. Voilà, on va prendre une dernière question parce que on arrive à la fin de. Très vite, là, nous, on avait sorti deux questions. La première, ça rebondit sur le dernier élément, c'est quelle forme prend le contrôle du dirigeant sur les performances et les résultats de l'organisation. Et le corollaire de tout ça, c'est quelle forme aussi prend la reconnaissance des collaborateurs. Est-ce qu'il faut la verbaliser à partir du moment où ils en ont, qu'ils le retirent de l'extérieur et qu'ils sont beaucoup plus responsabilisés? Sur la reconnaissance, pas d'impact. La réponse que je peux vous donner, pas d'impact. C'est plus. Je vais quand même dire quelque chose. Voilà, je me lance dans un truc que je vais sûrement provoquer. C'est mon tempérament. Je suis désolé, mais du coup, une chance d'avoir des discussions plus tard. On met de la clarté entre ce qui est organisationnel et ce qui ne l'est pas. Si j'utilisais moi en tant que manager, si j'utilisais le management par la terreur, il y en a qui mettent sous pression. Ou si j'utilisais le management par la reconnaissance pour en avoir plus, pour mon argent, si je suis le propriétaire d'une organisation. Waouh, ce comportement-là, qui sont tout à fait pas du tout critiqués dans mes propos, ces comportements-là, ils disparaissent. On n'utilise plus l'humain au service d'organisation. On dissocie la question de la communauté ou de la relation humaine avec la question de l'organisation. Waouh, c'est peut-être le truc qui m'émeut le plus. Et à chaque instant, chez AGI Partners, évidemment, comme on teste le truc, j'ai 40 rôles. Donc, je suis affecté à 40 rôles. Chez nos clients, c'est pas rare d'être à 2, 3, 4, 5 rôles. Non, moi, je suis à 40 rôles. Quand j'interviens ou je discute avec quelqu'un, je suis dans quel rôle je parle, ce que je disais Lionel, dans quel rôle je parle, à quel rôle je parle. Et si je veux parler à titre personnel, je dis, alors je connais pas votre prénom, donc je dis Jean-Charles, je voudrais te parler à titre personnel. Et immédiatement, dans la même discussion, je la constate, au fait, Jean-Charles, dans ton rôle X, je voudrais savoir ça. Je passe dans une discussion business de rôle à rôle. Donc, dans une organisation,
en holacratie. Vous avez ce nouveau concept, j'ai essayé de vous faire passer ce nouveau concept qui est l'organisation en tant qu'identité à part entière. Et en même temps, naturellement, comme il y a des êtres humains, vous avez une communauté qui se forme. Je pouvais utiliser dans les modèles conventionnels, sous le vocable de la culture, des valeurs, etc., une forme de cadre, de structure pour que la communauté s'aligne sur certains comportements. En holacratie, j'ai plus besoin de mettre cette pression-là. En holacratie, la communauté, elle se fait ou elle ne se fait pas, et en fait, avec les êtres humains, elle se fait naturellement. Elle n'est plus polluée ou elle n'est plus impactée par les besoins organisationnels. Les besoins organisationnels, ils sont traités à un autre niveau de relation entre les rôles et qu'on appelle des rôles-ations. Et du coup, elle est libérée. La communauté humaine est complètement libérée de la question. En d'autres termes, je n'ai plus besoin de faire ce que moi je faisais quand j'étais dans d'autres organisations autrefois, d'utiliser mes relations pour faire mon travail. Et ce qui est un luxe. Très bien. Nous sommes obligés d'arrêter les questions là. Il est déjà 7 heures. Je vous laisse 2 minutes chacun pour faire une conclusion brève. Et puis après, nous nous séparerons. Un petit mot de conclusion. Oui, alors en 2 minutes, puisqu'on a, j'ai adoré. Je vous remercie des questions, de votre présence. J'ai adoré. Je vais juste vous partager le truc qui m'émeut le plus, parce que à chaque fois je vous dis qu'il y a un truc qui m'émeut, mais il y a beaucoup de choses qui m'émeut. En holacratie, c'est la notion d'intégrer les polarités. Ça rejoint à la question sans doute la question du temps. Et je me suis rendu compte, il m'a fallu ça, je me suis rendu compte que si je voulais que l'organisation aille plus vite, il fallait que j'accepte plus de lenteur. Je me suis rendu compte que si je voulais que mon organisation soit plus agile, il fallait que j'accepte un peu de rigidité. Je me suis rendu compte que si je voulais que mon organisation soit plus humaine, il faut aussi que j'ai des espaces, non pas inhumains, mais impersonnels. C'est comme si l'holacratie m'apportait, je teste ça, j'ai pas fini, c'est comme si l'holacratie m'apportait exactement tout ce à quoi j'aspire, mais j'ai un prix à payer. Et le prix à payer, c'est d'être à mesure d'embrasser son opposé. C'est comme si les graines étaient dans enfin voilà, les deux pôles de cette polarité étaient contenus dans les deux graines. Ma conclusion serait, je sais pas, je n'ai pas de conclusion. Je ne suis pas encore arrivé, je suis pas au niveau où j'aimerais être. J'ai pas à conclure autre que tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que témoin, je ne suis pas membre de la PM. Fleur qui m'a demandé de venir témoigner. J'ai rien perdu et je n'ai pas pris de risque en essayant holacratie et en le mettant en place. Et aujourd'hui, je me rends compte que ça a eu un impact chez ce produit que je n'aurais jamais imaginé auparavant. C'est tout. Voilà, merci de votre attention et de votre participation. Merci Bernard-Marie, merci Lionel.